Une production des studios Bass. Ce hors-série est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Hors série. Alors, bienvenue dans ce Silence on roule hors série cyclique. Ça revient à tous les trimestres, soit à peu près. On en a sauté quelques-uns, mais on essaie de garder ça au trimestre. Cette analyse des statistiques produites par l'Association des véhicules électriques du Québec. Et pour ce faire, j'ai avec moi... Mesdames et messieurs, voici nos statisticiens et analystes de données, Fred Saint-Laurent et Jean-François Morissette. Messieurs, Fred Saint-Laurent, Jean-François Morissette, merci d'être là. Là, on fait un 2 dans 1 dans le fond. On regarde le dernier trimestre de 2024, mais on en profite pour faire une rétrospective de l'année 2024, donc donner un portrait de l'année. Mettons qu'avant qu'on se lance, là, on a-tu une bonne année? En fait, je dirais même au-delà de bonne. Pour être honnête, là, c'est du solide. Oui, on l'avait un peu vu venir dès le début de l'année avec tout ce qui s'en venait, les annonces de rabais, si on veut juste la terminologie en anglais, le ramp down, il annonçait que les rabais vont diminuer graduellement. Progressivement, c'est ça, diminution progressive des rabais. Donc, on s'était dit, ça va donner un bon coup de main, c'est certain. Il y en a qui vont devancer leur achat de 1 an ou 2. On va y aller là pendant qu'on a le rabais au complet. Puis là, vers la fin de l'année, on a entrevu une diminution moins progressive des rabais. En fait, c'est plus au début de cette année. Au début. Oui, c'est ça. Donc, on est vraiment dans une drôle de situation parce qu'on est habitué de faire des analyses sur des choses qui sont assez stables. Et là, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Des annonces qui ont été faites, de choses qui s'en venaient, des trucs qui sont arrivés qui n'avaient pas été bien annoncés. Mais là, et je tiens à le mettre dans le contexte, là, au moment où on enregistre ce podcast et au moment où vous l'écoutez, fort probablement, on est au mois d'avril, il y a bien des choses l'eau a coulé un peu sous les ponts, il y a eu des moins bonnes nouvelles qui sont arrivées dans les dernières semaines, dans les derniers jours même. Mais au moment où les gens ont fait les achats, donc en octobre, novembre, décembre 2024, on n'était pas tout à fait dans le même climat. Donc, c'est des données qui sont hyper positives. Pas en tout dans le même climat. Pas tout à fait. Là, c'est jour et la nuit. Là. Tout à fait. Ben, écoutez, moi, je vous propose qu'on commence ça, on se lance et puis on fait le tour de la chose et puis on pourra faire nos commentaires et nos analyses d'impact sur ce qui s'en vient en fonction des chiffres qu'on a là. Donc, la première donnée sur laquelle on se penche tout le temps, c'est le nombre de véhicules électriques total immatriculés qui circulent sur les routes du Québec. Donc, Jean-François, on est rendu à combien? Ben, au 31 décembre 2024, tout allait bien dans le meilleur des mondes en électromobilité. 376 246 voitures électriques. Là, on rappelle électriques et hybrides rechargeables là, dans notre bilan. Ça, là, 376 000 quelque chose, c'est plus que 5% des véhicules immatriculés sur la route au Québec. Là. Oui. On entend souvent parler d'un chiffre qui est le nombre, le pourcentage de vente des véhicules qui ont été des véhicules électriques. Ce chiffre-là est forcément plus gros. Mais quand on prend ces véhicules-là puis qu'on les dilue dans la masse des véhicules qui circulent sur nos routes, qui sont majoritairement encore à essence, donc c'est 5% à peu près. Là, si on s'installe, on regarde tous les véhicules qu'il y a au Québec puis on les compte, à peu près 5% une sur 20 est électrique ou hybride branchable. Il y a l'effet de dilution, comme tu disais, mais il y a aussi un effet un certain roulement. Si on revient par exemple aux premières Leaf qui avaient 100 km d'autonomie avec le vent dans le dos, à l'époque était révolutionnaire, le monde en voulait beaucoup. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y en a malheureusement plusieurs d'entre eux qui ont pris le chemin de la retraite pour passer de plus beaux jours et leur batterie est recyclée dans d'autres choses. Donc, ce véhicule-là qui a été recyclé, il a été désimmatriculé. Exact. Donc, il n'entre plus dans nos chiffres. Il a existé, mais là, il n'existe plus. Donc,
Autrement dit, d'une analyse à l'autre qu'on fait, il se rajoute évidemment beaucoup de véhicules, mais il s'en est enlevé aussi un certain nombre, et ceux-là, on ne le voit pas, là. On le devine. On le devine, puis on le voit justement, comme tu parlais de la progression de Statistique Canada versus la progression, finalement, qu'on voit des immatriculations. Historiquement, puis là, justement, ça a un peu rapport avec le climat qu'on avait cette année de fin des rabais. J'ai l'impression, il y a plusieurs choses qui nous portent à croire qu'il y a eu beaucoup de gens il y avait déjà un véhicule électrique, ils ont dit les rabais finissent, donc je vais en profiter pour renouveler. Là, ça fait 6-7 ans, j'ai le mien, là, il devrait être changé. Fait que ça a fait une bonne partie de véhicules qui ont été dans l'usager, probablement qui attendent d'être vendus. Il y en a peut-être qui vont être vendus en dehors de la province. Et il y en a peut-être aussi, comme je disais tantôt, certains qui vont prendre leur retraite définitive. Et ces véhicules-là qui sont vendus en usager, ils vont être réimmatriculés avec une autre plaque, donc ils vont forcément réapparaître quelque part dans nos chiffres. Ouais, exactement. Donc, 376 000 véhicules électriques au Québec. C'est une augmentation dans le dernier trimestre, donc octobre, novembre, décembre, de combien de véhicules? 38 392. En fait, là, c'est pratiquement la même chose qu'au troisième trimestre. 482 de différence selon nos chiffres très précis. Donc, le deuxième et le troisième trimestre, en termes de progression... Le troisième et le quatrième. Excusez-moi, vous avez raison. Troisième et quatrième trimestre sont sensiblement identiques. Puis c'est intéressant comme analyse parce que intuitivement, j'aurais pensé que et même si, statistiquement, normalement, le dernier trimestre de l'année est un peu moins bon, j'avais l'impression qu'il aurait été meilleur, moi. Mais d'habitude, il est moins bon. Fait que là, ça l'a remis à niveau, mais pas assez pour dépasser. En fait, ça, c'est au niveau des immatriculations, justement. Ouais. C'est que si on regarde, puis là, justement, on était un petit peu plus tard, on a eu différents ralentissements qui nous ont empêché de produire l'article aussi rapidement et de faire l'enregistrement aujourd'hui aussi rapidement qu'on aurait voulu. L'avantage, c'est que d'habitude, on dit, on va avoir les Statistiques Canada qui sortent demain. Et c'est généralement ce qui arrive. Mais là, on a les chiffres. Là, on les a, on a attendu un peu, c'est ça. Donc, on peut voir qu'avec Statistique Canada, justement, en fait, Statistique Canada nous dit que pendant le dernier trimestre de l'année, il y a eu 49 357 nouvelles immatriculations versus nous autres, le 38 000. Donc, on parle de 11 000 à peu près de différence entre les deux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 11 000 véhicules qui sont allés dans l'usager, qui n'ont pas encore trouvé preneur, ou qui sont sortis de la province, ou qu'on ne sait pas sont rendus où, qui sont comme disparus. Bref, donc, Martin, tu as raison. Probablement que le trimestre qui est meilleur que nos chiffres le laissent penser, mais c'est des gens qui avaient des voitures électriques, qui en ont acheté une nouvelle, puis l'autre n'est pas revenu sur le marché encore. Fait que la progression apparaît un peu moins. Et ça, c'est un phénomène qu'on voyait, qui était plus difficile à voir quand il y avait beaucoup moins de voitures, mais maintenant qu'il y a du volume et que les véhicules ont un certain nombre d'années. Surtout sur ce trimestre où il y a eu des ventes devancées. Oui, c'est ça. Je dirais ce trimestre-là. Cette année, justement. On a vu ça surtout le deuxième et le quatrième trimestre. Le troisième, il était plus normal. Puis si on revient les années d'avant, donc finalement 2023, généralement, on avait tout le temps plus de nouvelles, un peu, pas beaucoup, mais un peu plus de nouvelles immatriculations qu'on avait les chiffres de Statistique Canada. Probablement justement des véhicules importés. Importés, justement, des usagers importés de Californie, d'Ontario, peu importe, importés dans de la province. Des véhicules qui étaient juste trop chers pour qualifier non, ça compte ça, c'est juste pour les rabais. Ça compte pas les Statistiques Canada. Mais en tout cas, différentes raisons que c'est tout le temps un petit peu au-dessus, mais là, on est définitivement en dessous. Ça va être de voir si, justement, dans les trimestres qui s'en viennent, on reprend la tendance un peu normale puis qu'on revide un petit peu. Probablement qu'il y a un surplus dans l'usager en ce moment. Ça va être de voir est-ce qu'on voit ce surplus-là dans l'usager qui revient tranquillement. Dans les prochains mois, oui, peut-être. Donc, si on a eu 2 bons derniers trimestres, ça veut donc dire que pendant l'année, on a dû avoir une bonne progression des immatriculations de véhicules électriques au Québec. Quelle a été cette progression en 2024? Là, on en a ajouté, donc, sur un an, 124 104. Ça fait pas mal. 124 000 et on est rendu à... on a dit 376 000. Donc c'est une progression annuelle de 49,09 %, c'est ça? On peut y aller avec 50 50 Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Là. Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas une telle progression. On n'avait pas rien vu de ça. Ça depuis le 31 mars 2020. C'est la dernière fois qu'on avait eu des progressions au-dessus de ça. Ouais, c'est des progressions annualisées exactement au-dessus de ça. Puis juste pour remettre en contexte, à cette époque-là, on avait 69 332. Donc, finalement, en cette année, justement, juste cette année qu'on a vendu, on va arrondir, là,
disons le dernier trimestre, justement, qui ont été des meilleurs trimestres, il y a eu une meilleure progression dans les 6 derniers mois qu'il n'avait eu jusqu'en 31 mars 2020. Wow. Donc, on voit l'effet, justement, de progression exponentielle, l'effet du bouche-à-oreille, l'effet d'avoir surtout des véhicules disponibles. Tous ces effets-là sont combinés, justement, pour nous donner une très bonne année. Ce qui fait que si on regarde les chiffres de Statistique Canada, là, il semblerait qu'on est rendu à 40% des ventes au Québec pour le dernier trimestre qui sont électriques. 40%. Oui. Et les chiffres qu'on entend tout le temps, c'est plus autour de 30. Ça veut dire que juste le dernier trimestre a tellement accéléré Non, le tout. c'est pour le dernier trimestre, c'est 40. Ouais, mais c'est ça. Les chiffres des autres trimestres, c'était 23, 26, 32. Là. C'est ça. Moi, j'étais plus autour de 30. Fait que là, le dernier trimestre étant 40, ça veut dire que pour l'année, on va avoir une bonne année en termes de progression. Donc, 40%. Ça veut donc dire que dans le dernier trimestre, 40% des gens qui sortaient du concessionnaire automobile avec un véhicule, 4 sur 10. c'était un véhicule électrique. Ouais, c'est quand même extraordinaire. Et juste ça, là, évidemment, c'est une photo hein, à un moment bien précis, et c'est n'est aucunement indicateur du nombre de véhicules qu'il y a sur les routes. Mais si on est rendu, si on pouvait maintenir des chiffres comme ceux-là pendant plusieurs années, on voit très bien que le remplacement graduel de la flotte de véhicules à essence par des véhicules électriques va continuer à se faire, puis on va progresser de la bonne façon. On est encore loin des chiffres qu'on voit dans certains pays nordiques, comme la Norvège, la Suède. Ça. Sauf qu'on est pas mal moins loin qu'on l'était il 3-4 ans. Ah, tout à fait. Il est permis de rêver, il est permis d'espérer. Oui, justement, il y a 3-4 ans, c'est il y a un auto électrique. Là. Je suis même plus content en venant ici aujourd'hui. Non, il y en a tellement. On va passer la journée à le faire. Fred, une autre donnée qu'on regarde souvent, c'est la tendance des consommateurs à aller vers des véhicules tout électriques versus des hybrides branchables. On le sait qu'historiquement, dans les dernières analyses qu'on a fait, on voyait que graduellement, le taux de pénétration du tout électrique augmentait au détriment là, de l'hybride branchable qui était de moins en moins populaire. Est-ce que ça a continué? Est-ce que ça s'est stabilisé? Qu'est-ce que ça a donné? Je dirais le taux, justement, le ratio de 100% électrique versus hybride rechargeable, il varie un peu d'un trimestre à l'autre depuis peut-être probablement 1 an ou 2 facile, peut-être même un peu plus, entre 75 puis 85%, tout dépendant des arrivages. Là, tu parles de tout modèles. Électrique, 75-85? Versus hybride rechargeable. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui vont vers le tout électrique. Et ça aussi, ça fait partie des perceptions que les gens ont, c'est qu'il y a beaucoup plus d'hybrides rechargeables que d'électriques. Et pourtant, c'est vraiment pas. C'est 3 pour 1. Au moins. Puis en fait, justement, c'est le dernier trimestre. Justement, c'était 83% de 100% électrique avec 16 excusez, 83, 17, ouais, 17% d'hybrides rechargeables. C'est ça. Donc, c'est ça. Les chiffres ne mentent pas. Ouais, ça contredit un peu ce que justement tous les manufacturiers nous disent que le monde n'en veut pas. Puis est-ce que c'est que le monde n'en veut pas ou. Et puis il y a probablement aussi, il y a une grosse partie de ça que selon moi vient de l'infrastructure, du réseau de recharge. C'est un bon réseau de recharge. Ça fait maintenant, moi, ça fait juste 6 ans, toi, ça fait plus longtemps que moi, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on est rendu au 100% électrique tous les 3. C'est un bon réseau de recharge, c'est pas un problème. Non, tout à fait. Mais si tu t'en vas à des places qui n'en ont pas des bons réseaux de recharge, là, je peux comprendre un peu la réticence. Oui, tout à fait. Et on rappelle au passage que on fait jamais une omelette sans casser des œufs quand on choisit un véhicule qui a une double technologie parce qu'on va voir les avantages des deux. On récolte au passage, bien entendu, les inconvénients des deux. Mm-hmm. Donc, forcément, sur une 100% électrique, tu rentreras jamais au garage pour faire un changement d'huile ou pour remplacer des morceaux qui n'existent pas dans une toute électrique, alors que dans un hybride rechargeable, tu as 2 technologies en parallèle, donc de l'entretien sur 2 technologies, des bris possibles sur 2 technologies. Donc, oui, ça a des avantages sur certains éléments, mais ça a également des inconvénients qu'il ne faut pas négliger. Ouais, mais ça, des fois, à ce niveau-là, c'est drôle de voir des fois, je vais dans les salons, justement, avec l'AVEC pour justement renseigner les gens, aider pour les essais routiers, et ainsi de suite. Et il y a des gens qui justement, l'hybride rechargeable, c'est le meilleur choix parce que c'est le meilleur des 2 mondes. Moi, j'entends ça, puis j'entends clairement un vendeur qui leur a dit ça. Et à moi, puis c'est vrai, ils ont raison, c'est le meilleur des 2 mondes, mais en même temps aussi, c'est le pire des 2 mondes.
Ouais, c'est ça. Fait que, justement, tu vas chercher le meilleur de un, le meilleur de l'autre, mais le pire de un et le pire de l'autre, puis tu te ramasses avec le double, finalement, des deux. Donc, mais les Québécois, à date, ont choisi le tout électrique parce que... les chiffres le montrent. au total, là, sur nos 376 000, là, on est à 266 000 tout électrique, 109 000 en l'hybride rechargeable sur les routes. Donc, là, c'est le total. 71 29 là. Et est-ce qu'une question qu'on se pose souvent, c'est il y a des manufacturiers qui fabriquent soit dans le même modèle avec plusieurs types de motorisation ou des modèles différents, ils ont des électriques puis des hybrides branchables. Est-ce que dans tous les cas, ces manufacturiers-là font mieux avec leur tout électrique que leur hybride branchable? Dans la très, très grande majorité des cas, évidemment, il y a toujours une exception à toutes les règles. Il n'y a jamais rien qui est blanc ou qui est noir. Mais je dirais justement, il y a Toyota qui font un peu mieux que leurs hybrides rechargeables. D'un autre côté, ils ont un seul modèle 100% électrique qui vient juste d'arriver et qui est sujet à certains débats. Justement, si on regarde Toyota, ils ont leur BZ4X, qu'on va en reparler un peu plus tard. Mais tant qu'à être sur le sujet, le BZ4X au Canada, excusez pas au Canada, au Québec, il se vend très, très bien comparativement à ailleurs dans le monde. Si on regarde justement au Canada, il y a présentement, je sais pourquoi j'ai au Canada, au Québec, il y a présentement 7593, présentement le 31 décembre, BZ4X immatriculés. Présentement, il y a 3 mois. C'est ça. Alors qu'aux États-Unis, jusqu'à la fin 2024, ça en était vendu 29 000. Là, vous allez dire, ouais, Fred, 76 000 versus 29 000, c'est bien plus bas. Ouais. 7 000, tu veux dire? J'ai dit 79 000? Ouais. Ouais, non, 7 900, ouais. 7 900, bravo. C'est ça, 7 900, c'est clairement beaucoup plus bas que 29 000. D'un autre côté, c'est que c'est juste, justement, les États-Unis, ils ont vendu 4 fois plus de BZ4X qu'ici. En revanche, ils sont 36,7 fois plus de gens aux États-Unis qu'on peut l'être au Québec. Fait que quand on met ça en perspective, on voit qu'il y a des différences, justement, d'un marché à l'autre. Puis comment on peut expliquer, c'est une question que je vous pose, vous allez dire que c'est peut-être de votre champ d'expertise, hein, sans dire mes questions. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'un modèle comme ça, puis je vais utiliser le mot entre guillemets, là, je vais pas froisser personne, parce que moi, personnellement, j'ai rien contre cette voiture-là, là, mais elle est un peu mal aimée, hein, quand on va dire ça comme ça. Ils l'ont lancée avec des technologies qui rappelaient peut-être plus des véhicules d'il y a quelques années. Donc, les gens se sont rebutés un peu en disant pourquoi Toyota nous met un véhicule qui est déjà dépassé technologiquement entre les mains. Donc, les gens ont réagi quand même assez fortement. Par contre, il se vend relativement bien. C'est-tu les taux d'intérêt? Est-ce que les Québécois aiment beaucoup Toyota? Oui, c'est ça que j'allais dire. Moi, je pense que les Québécois aiment beaucoup Toyota, puis c'est une marque fiable, puis appréciée depuis longtemps. Mais les Québécois, on a vu qu'ils aimaient beaucoup les voitures tout électriques. Fait que Toyota était le champion des hybrides rechargeables, mais finalement, maintenant qu'ils offrent une tout électrique, les gens sont intéressés parce que c'est Toyota. Là, moi aussi, je ferais le centre d'effet, mais je le ferai pas pour pas faire mal aux oreilles des gens quand je vais faire semblant de tousser, mais VZ2. Toyota, faut qu'ils vendent justement, ils en vendent beaucoup de véhicules tout court. Faut qu'ils vendent une certaine quantité d'électrique pour réussir à arriver dans leur crédit et ils sont tannés d'acheter. Ils vendent beaucoup de véhicules tout court, c'est un bon point. Ouais, c'est ça. Donc, puis ils sont tannés d'acheter des crédits à d'autres compagnies, mettons Tesla. Donc, plutôt que d'encourager Tesla, il y a mieux, justement, ils prennent problème. Il faudrait peut-être vérifier par rapport à leur vente canadienne, mais je serais pas surpris qu'ils ont une très grande partie de leur vente canadienne qui se font ici. Et, du point de vue de l'acheteur, vu comme je disais tantôt, on a un bon réseau de recharge, même si c'est pas l'auto qui a la meilleure autonomie en ville. Tout le monde n'en a pas besoin. Justement, en autant que le monde sont au courant de ça, qui achètent en connaissance de cause, puis oui, ça satisfait leurs besoins. Parfait. Messieurs, on va analyser dans quelques instants, on va faire une analyse plus précise par véhicule. Ouais, revenons. On s'est emballé un peu, revenons à nos moutons. On était donc dans les chiffres, on a parlé beaucoup là, du ratio tout électrique versus hybride branchable. Là, maintenant, je vous amène plutôt sur la piste de où est-ce qu'on est rendu avec ce nombre de véhicules-là électriques d'immatriculés versus les objectifs que nous avons ou que nous avions. En tout cas, on les a encore, on va le dire comme ça. On se place au 31 décembre ou au 1er? On se place... on enregistre le 1er avril. Oui, on enregistre en avril, mais on analyse les chiffres de 2024. Donc, à la fin de 2024, on se situait où par rapport à nos objectifs et est-ce qu'on est en lieu d'être optimiste en présupposant que l'avenir sera aussi bon que le passé? Comme j'ai dit en ouverture, tout allait bien. C'est le meilleur des mondes. On était
vraiment en phase là, de... Mais on avait quand même vu que cette année, peu importe ce qui est arrivé comme surprise, on avait vu aussi que c'était pour ralentir, veut pas, parce qu'il y en a beaucoup qui avaient précipité leur achat. Puis Ouais. on savait qu'il y Oui, en avait on en beaucoup qui avait faisaient. parlé la dernière fois. Sauf Donc- qu'on était en avance, fait qu'on a de la marge un peu. Oui, mais justement, au niveau des prévisions, j'ai pas changé. Tu sais, justement, j'aurais pu décider, oui, là, ça va mieux. J'aurais pu réaugmenter un petit peu la courbe. J'ai gardé la même courbe qu'on avait. Donc, la prévision qu'on a n'a pas changé versus la dernière fois. Donc, on parle encore, en théorie, d'atteindre le 2 millions, qui est l'objectif de l'atteindre en juillet 2029. Et en théorie, l'objectif qui était fin 2030, on serait à 2,86 millions. Donc, on aurait 860 000 véhicules électriques de plus que prévu à la date butoir. En assumant que tout Mais- continue à bien aller. Ce qui ne sera probablement pas le cas, à moins que... On rentrera dans ce débat-là plus tard. En même temps, je pense que c'est quand même dur de se prononcer sur un horizon 5 ans. Le chemin pour s'y rendre va peut-être être différent d'attendu, mais on ne sait pas ce qui va se passer Tout à fait, en tout à fait. 2028, Ouais. 29, 30. Tout à fait. Et en fait, il y a plein de choses qui peuvent arriver qu'on ne verra pas venir, puis qui peuvent nous donner l'impression, que on régresse. Il ne faut jamais oublier que parfois, il y a des mesures qui sont en place qui favorisent, qui peuvent être retirées pour être remplacées par d'autres mesures. Ces autres mesures-là peuvent avoir également des impacts positifs qu'on a de la difficulté à avoir aujourd'hui parce qu'on ne voit pas quels sont, au moment où on se parle ou qu'on enregistre, en tout cas, ces mesures-là. Une chose est sûre, je serais très surpris que les gouvernements, quand je dis les gouvernements, je veux dire les partis politiques en place au Québec, quels qu'ils soient, là, à part peut-être une exception qui ne se fera jamais élire en termes de proportion de vote là, historique, là, je pense qu'on a la chance d'avoir des partis politiques qui sont relativement pro-électrification des transports. Je serais très surpris qu'on passe la hache complètement et qu'on annule les objectifs de décarbonation. Par contre, la période dans laquelle on se trouve demande des efforts budgétaires qui peut amener certains robinets à se resserrer un peu. C'est certain que la loi VZE, elle coûte à peu près pas trop cher au gouvernement. Donc, elle risque de rester là, selon moi, puis elle va avoir ses de plus effets. en plus d'impact et des effets qui vont augmenter avec le Parce temps. qu'en ce moment, elle est, entre guillemets, inutile parce que on l'atteint facilement. Mais j'ai l'impression que, justement, là, avec les rabais qui diminuent, avec le climat global, ben, c'est là qu'on va le voir. En revanche, on n'est pas les seuls à avoir des lois VZE. Puis c'est en Colombie-Britannique que l'effet de la loi VZE, que justement, là, ils commencent à voir qu'on n'y arrivera pas parce que justement, ils ont diminué leur rabais. Puis, tu vois une affaire que, oups, ça ralentit un peu plus en Colombie-Britannique. Ben là, justement, les concessionnaires, puis tout le monde se met à faire du lobby. Ben là, enlevez-le, la loi VZE, là, ça va nous causer des... Et là, ça commence. Et c'est ce commencement-là que s'il y a le malheur d'arriver, ça peut commencer à percoler dans l'opinion publique et on sait ce que ça arrive quand les choses viennent qu'à percoler dans l'opinion publique. Donc, il faut quand même faire attention. Il ne faut pas se dire on est à l'abri. Là. Tout à fait. Messieurs, on est des gens qui sommes des passionnés. On s'emballe. On a déjà 20 minutes de fête. On est encore dans de présenter les chiffres globaux. J'aimerais qu'on entre, si vous le permettez, dans une analyse un peu plus micro en y allant par modèle de véhicule. On sait qu'on fait toujours une analyse des modèles qui ont bien fait dans le trimestre. Et là, dans le cas qui nous concerne, on parle à la fois du trimestre et de l'année, mais quels sont les modèles qui ont bien performé en termes d'immatriculation? On comprend qu'il y a eu une vente souvent sous-jacente à cette immatriculation-là. Fait qu'on dit souvent il s'est vendu tant, mais en fait, il s'est immatriculé beaucoup de certains modèles de véhicules. Est-ce que nos champions du dernier trimestre, les Tesla, Kona, etc., est-ce qu'ils sont encore en tête de peloton ou est-ce qu'on a des changements? Jean-François? La Model 3 est encore première, même si elle est vraiment loin maintenant d'être dans les championnes de la progression. Mais l'avance qu'elle avait était tellement grande. L'avance qu'elle avait était grande, puis il faudrait quand même souligner qu'elle a franchi le cap des 30 000. Premier véhicule, premier modèle de véhicule électrique là, au Québec qui dépasse les 30 000 immatriculés sur les routes. Donc, Model 3 en premier. Mais tu sais, une progression sur le trimestre de 314, 2500. C'est pas beaucoup, hein? 2500 sur l'année. Puis comparons, dirons, juste avec le modèle Y, il y en a maintenant 25 000. 2500 de plus sur le trimestre, 10 700 sur l'année. Là, donc, 4 fois plus sur l'année. Puis sur le trimestre, c'est... Mais c'est beaucoup. Ça veut dire que Tesla, dans le dernier trimestre, a vendu 314 modèles, en tout cas, a immatriculé 314 modèles 3, mais 2520 modèles Y. Donc, le goût, en tout cas, l'intérêt des consommateurs pour la Y au-delà de la 3 est
très marquée. Là. Est-ce qu'il y a des raisons monétaires qui l'expliquent? Non, elle est un peu plus chère que la Model 3. En fait, on voit le même phénomène avec la Ioniq 5 versus la Ioniq 6. On voit le même phénomène avec la Prius hybride branchable et le RAV4 hybride branchable. Donc, les modèles plus gros, plus proches du SUV sont plus populaires, accrochent plus facilement la fibre du Québécois qui a l'impression que ça lui prend un gros véhicule pour passer au regarde, travail. en 5 et 6, dans notre fameux classement, on a la Toyota Prius hybride branchable, puis en 6, le RAV4 hybride branchable. Progression 460 versus 1784, ou si on le regarde annuellement, 1499, 6368 pour le RAV4. Donc, c'est frappant. Ouais, c'est frappant. Clairement, il y a de l'intérêt pour les Québécois et ce type de véhicule. La Prius était 5e et restait 5e, puis le RAV4 était 10e et rendu 6e. Là. Et puis petite note pour les habitués. Hein, pourquoi vous dites pas Prime? Il s'appelle plus Prime. Toyota a rechangé le nom à nouveau, sont rendus à hybride branchable. Ah ouais? Hein? Intéressant. Donc, Jean-François, je vais juste récapituler pour nous replacer. Tesla Model 3, donc en première place. Tesla Model Y en deuxième. Je vous ai dit 5-6 sur les Toyota. Et avant ça, Hyundai Kona, il y en a 21 900. Il y en a eu 6 000 de plus sur les routes sur l'année. Il était deuxième l'an passé, mais le Model Y l'a dépassé, mais ça reste une très bonne progression. Puis le Outlander hybride rechargeable, c'est lui l'hybride rechargeable le plus populaire. Moi, j'aurais parié sur le RAV4, mais non, pour l'instant, c'est encore le Outlander, qui était 8e, qui est rendu 4e. Il y en a 6421 de plus cette année, dont 1700 encore sur le dernier trimestre. Donc, dans les 5 premières places, les places 4 et 5, là, mais c'est des hybrides rechargeables. Ensuite, en 6e, le Toyota RAV4, tu l'as dit tantôt. Si on continue un peu plus loin... Après ça, on retombe... pour clore notre top 10, là, on en a 4 tout électriques à nouveau. Là. Le Ioniq 5, Hyundai, il y en a 15 000 maintenant. Énorme progression aussi. 4 396 sur le trimestre, 9 777 sur l'année. Donc, la moitié se sont vendus dans le dernier trimestre. Ouais. Il y a eu 2-3 bateaux de plus qui sont arrivés au port à Vancouver. Quoi, c'est... Oui, ça doit être ça, mais maintenant, justement, là, l'usine aux États-Unis est maintenant fonctionnelle. Bon, maintenant, ils vont-ils arriver des États-Unis ou on va encore les recevoir de Corée? Ça, je ne sais pas. Oui, ben peut-être que question de frais de douane, on verra ce qui va arriver. Mais il y a maintenant, justement, l'usine en Géorgie, si je me rappelle bien, qui est fonctionnelle, qui produisent des Ioniq 5 et des Ioniq 9, qui est l'équivalent de la EV9 de Kia, là, donc leur gros VUS 7 passagers. Mais ça lui donne la 3e progression de l'année. Là. Excellent. Si on va en 8e place. Là, c'est un peu plus déprimant. En fait, on commence à arriver... Là, justement, je dirais la 8e et 9e place. Ça fait un joyeux contraste. Oui, ben allez-y. En 8e place, on a la Chevrolet Bolt EV qui, justement, je pourrais vous rappeler quand je parlais de certains véhicules qui ont probablement été échangés pour des plus récents. J'ai l'impression qu'elle faisait beaucoup partie des véhicules échangés parce que dans l'année, il y en a 134. Elle se vend plus. Bon, elle se vend plus, mais il y en a 134 de moins. Et en fait, le dernier trimestre, c'est 421 de moins. Donc, il y a eu beaucoup de progressé un peu au début de l'année, puis ça a descendu. Ouais. Donc, une baisse d'immatriculation. Donc, des véhicules qui ont été désimmatriculés, pas vendus. Il doit en avoir plusieurs usagers dans des cours de concessionnaires, par exemple, qui l'ont repris en échange pour un autre véhicule, dont on va parler dans pas longtemps. Genre le Equinox EV, sont dans la même famille. Là. Puis en fait, juste, justement, en ce moment, sur nos routes, il y a 14 610 Bolt EV et 14 345 Equinox. Attends une minute. L'Equinox, ça vient d'arriver. Là. En 9 mois et même pas. Là. Oui, on le sait depuis toujours. On le voit que le nombre d'Equinox et les ventes d'Equinox ont explosé vraiment. Mais grosso modo, il y en a autant que des Bolt EV. Ouais. Alors, aujourd'hui, alors qu'il est là, probablement, oui. Puis la Bolt est arrivée en quelle année, messieurs? En 2017. 16 ou 17. Ouais, 16 ou 17. Ouais. En 9 mois. C'est incroyable. Et moi, je vous rappelle... Puis, y avoir pensé avant, j'aurais préparé la clip qu'on a fait jouer, que vous aviez dit la dernière fois, on prédit que l'Equinox va être quelque part dans le top 10, ça va faire son entrée dans le top 10 au prochain trimestre. Et voilà.
Puis elle était loin, là. Il y en a, la dernière analyse qu'on a fait, là, il y en avait quelques-unes. Ben, quelques-unes. Il y en avait, mais on était loin des 10 premières places. Je sais pas si on a dit le chiffre du trimestre ou on a dit juste le total, mais... Le 14 000, ça, c'est le total. 9 279 dans le trimestre. C'est le plus gros chiffre qu'on a jamais vu. Pour un trimestre, oui. Même Disons, Tesla, dans ses gros mois de livraison, n'a pas livré ça. Je pense, dernier trimestre, justement, des modèles Y, c'était peut-être quoi, 4-5 000, je me rappelle plus par cœur. Les 4-5 000. Ce qui est impressionnant, c'est que Tesla faisait des gros chiffres. Oui, puis il faisait ça sur deux points de livraison à peu près à l'époque, là, Québec puis Montréal. Donc, ça en faisait beaucoup d'autos qui sortaient de la cour le samedi matin, là, alors que Chevrolet, ben, on comprend qu'il y a un réseau de concessionnaires. Donc, ces ventes-là ont été faites à grandeur du Québec. Évidemment, ça n'a pas été réparti égal, mais je veux dire, il y avait plusieurs points sur lesquels les gens allaient s'approvisionner, mais ça reste que c'est très impressionnant. Donc, Chevrolet a livré la marchandise en termes de production puis de distribution des véhicules. C'est bien beau d'avoir des beaux, bons véhicules, mais encore faut-il qu'ils soient disponibles. On en a souvent souffert de cette indisponibilité-là. Pas tellement chez Chevrolet, par contre. Là. Ils ont toujours été assez bons dans la disponibilité des véhicules, mais ça reste que c'est... Ça, on a vu, il y a eu quand même une bonne période de calme, si on veut, entre la Bolt EV puis, si on veut, toute la nouvelle génération, EV et EUV, et toute la nouvelle génération qui commence à arriver. De ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont eu des problèmes au niveau de l'assemblage, du battery pack. Vraiment, au niveau de la chaîne de production, ça marchait pas comme qu'ils voulaient. Mais dès qu'ils ont résolu ce problème-là, on a vu qu'ils n'ont pas commencé à faire des autos la veille. Là. Tout à fait. Ça s'est marqué. Le problème est réglé, là, tout le reste de la machine est bien huilé, là, et ça s'est mis à sortir. Parce qu'on le voit sur l'Equinox, mais le Blazer n'a pas fait mauvais non plus. Le Sierra, c'est très respectable. Donc, il y en a quand même plusieurs modèles. Puis même le Hummer commence à augmenter. Le Hummer qui était là juste en symbole, qui en avait 2-3, puis c'était des licornes mythiques, puis tout ça. Je commence à en croiser de temps en temps sur la route. Et messieurs, on a dit tantôt, il y a quelques instants à peine, que quand un manufacturier faisait des petits puis des gros véhicules, c'est le gros qui gagnait tout le temps. Dans le cas de Chevrolet, c'est pas le cas. Ils ont le Blazer, ils ont l'Equinox, ils ont vendu beaucoup plus d'Equinox que de Blazer. Par contre, en avait-il autant de disponibles? L'histoire ne le dira pas, mais c'est deux véhicules très semblables. C'est ça. Oui, il est un peu plus gros, mais un pouce ici, un pouce là. C'est pas Berlin versus VUS. Ouais, c'est ça. Effectivement. Donc, finalement, c'est plus subtil comme différence entre les deux. Mais donc, ça vient quand même bien souligner, justement, on dirait qu'il y a clairement un goût, justifie ou pas, ça c'est une autre histoire, vers les VUS qui s'est développé. Mais le portefeuille est quand même important. Donc, ils vont vers le un petit peu plus petit qui est quand même pas payé de place avec quand même une bonne différence aussi de prix entre les deux. Un peu moins d'équipement, mais pour l'argent qu'on sauve, les gens d'habitude vont prendre cette décision-là, on dirait. On vient de parler de la 9e place, Jean-François. Finissons correctement notre top 10 en 10e place. Ben là, c'est une autre histoire d'un modèle en déclin, là. La Nissan Leaf, qui a progressé en nombre absolu sur l'année à plus 613, mais qui a baissé 264 sur ce trimestre-là. Il y en a 12 246 sur nos routes, là. Et elle avait eu une autre petite baisse aussi au deuxième trimestre. Ça débute, là. Donc, on rappelle que ce véhicule-là était dans les 3 premiers véhicules il y a de cela pas si longtemps. Là. Ouais. Ben, pas quelques mois, mais quelques années. Il était 7e à la fin de l'année passée. L'année passée, il était rendu en 7e et là, maintenant, il est rendu en 10e. Donc, il va sortir du top 10 incessamment. À part, il y a justement, c'est toi l'expert qui était peut-être un peu plus fan de livres que nous autres, mais justement, là, ils ont commencé à annoncer leurs nouvelles, ils ont montré des images de leurs nouvelles. Mais il y a une nouvelle version de la livre qui s'en vient. Des difficultés globales. Ouais, ça c'est l'autre bout. Des difficultés globales. Puis la nouvelle, ça reste que c'est une livre. Là. On n'a pas différencié dans nos statistiques la livre, mettons, version 1, version 2, version 3. Ça reste, c'est une livre, même si, en termes de look, elle a changé entre la version 1 et la version actuelle. Ça pourrait peut-être aider, mais il va falloir que Nissan arrive avec des changements importants. Je pense qu'il va être capable de se repositionner. Ça prend quelque chose d'intéressant. Ça prend quelque chose de concurrentiel en termes de rapport qualité-prix. Je veux dire, il y a quand même certaines forces chez Nissan qu'il faut reconnaître, mais quand on veut se tourner vers l'électrique, on met le focus sur des éléments souvent qui sont propres à l'électrique et c'est là-dedans, je pense que Nissan a malheureusement aujourd'hui des faiblesses et des écarts là, de performance par rapport aux autres. Il reste à voir comment ils vont être capables de reprendre la balle au bon, mais en tout cas, moi, j'y vais avec une prédiction qu'elle va sortir du top 10. Là. Pas parce qu'ils ne pourront pas bien faire avec un nouveau modèle, mais parce qu'il y a tellement de belles affaires qui s'en viennent.
j'ai comme l'impression qu'ils vont avoir de la difficulté à garder. C'est facile d'être en 3e place quand il y a 4 modèles. Ouais. C'est pour ça qu'historiquement, on a augmenté notre top 3 dans notre infographie à un top 5. Ouais, on était rendu avec trop de modèles. Exactement. Il y a des nouveaux arrivants également dans le top 20. Là. Je veux pas qu'on fasse tout qu'on continue à aller jusqu'à 20, mais quels sont ces nouveaux arrivants-là qui ont réussi à se hisser dans le top 20? Ben, on en a parlé tout à l'heure. Le Toyota BZ4X, là, justement, est rendu dans le top 20. Le Kia EV6, là, équivalente à Ioniq 5. Puis le Ford F-150 Lightning, qui a eu une bonne année aussi. Là. Donc, ces véhicules-là... C'est notre premier pick-up dans le top 20. Ils sont déjà dans le top 20. Puis, il y en a peut-être là-dedans qui vont se rendre dans le top 10. Qui sait? Ben oui. Puis là, évidemment, on parle en termes de nombre, là... qui s'est ajouté. Mais si on regarde la progression annuelle, Frédéric... C'est ça, notre classement en 2024. Ouais, là, donc, on parle vraiment là sur ceux qui ont fait la plus belle progression dans l'année. Je pense qu'on assez facilement, avec ce qu'on a dit tantôt, Chevrolet Equinox, on ne se trompe pas, c'est elle qui arrive en tête de peloton. En 2e position... Tesla Model, justement, donc l'Equinox, c'était 14 000. En 2e position, la Model Y à 10 000. Donc, elle a quand même bien fait. Tantôt, on parlait juste 2000, dernier trimestre, c'est ça, mais sur toute l'année, elle a quand même eu une bonne progression. Très, très proche, la Ioniq 5 avec 9777, le Outlander avec 6421, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4 hybride branchable avec 6368, donc un cheveu derrière le Mitsubishi Outlander. La Hyundai Kona avec 6055. Kona qui fait quand même bien. Ben oui. Hyundai a de longue date. Là. Oui, puis Hyundai a des modèles un peu plus récents, un peu plus performants en termes de caractéristiques de recherche, puis tout ça. Puis leur Kona n'a jamais été, on dirait, relégué aux oubliettes avec les nouveaux modèles. Il n'a pas été remplacé par les autres, ça s'est ajouté. Ouais. Je trouve que là-dessus, je m'en dis Toyota, Hyundai, là-dessus, ils l'ont bien joué. Mais ça se peut qu'elle soit appelée à disparaître alors que les nouveaux Ioniq chiffres plus bas vont arriver. Ioniq 3, Ioniq 4. Ben, c'est correct, c'est des modèles, c'est assez différent. Ça va être le même format au final. Là, donc... Mais oui, ils l'ont gardé, puis ils l'ont aussi renouvelé, sans nécessairement lui mettre toutes les nouvelles fonctionnalités de la Ioniq 5. Ils ont augmenté sa vitesse de recharge, on n'est plus limité à 70 kW. Ils ont mis justement une prise 120 volts, possibilité justement le vehicle to load, de brancher les... Donc, ils ont ramené l'intérieur est un peu plus au goût du jour. Ils ont segmenté leur prix aussi. Ouais, ben il est un peu moins cher. Ouais. Tantôt, quand on parlait de moins cher, Equinox versus Blazer, il y a quand même plus de Kona sur nos routes que d'Ioniq 5. OK, là, pour nous faire mentir un peu, il s'est vendu plus d'Ioniq 5 cette année, là. Mais la Kona fait quand même très bien, même si c'est un peu moins flashy. Oui, tout à fait. Volkswagen ID4 qui s'en est vendu 5870. Oh, avec l'arrêt de vente qu'il y a eu, c'est quand même bien. Oui, mais c'est le dernier trimestre, ça s'est écrasé. Parce qu'il y avait eu un gros très troisième. Bon début. Oui, c'est ça. Même le début de l'année était très bon. Là, ça s'est écrasé. Et si tu me demandes une prédiction pour l'année prochaine, la seule que je peux donner, sans avoir un chiffre, mais au niveau feeling qui est assez fiable, j'ai l'impression que la ID4 va bien s'en sortir. Parce qu'il y avait tout plein de ID4 2024 d'accumulés, puis ils ont eu des très bons rabais pour essayer de finir les écoulés au début de l'année. Donc, j'ai l'impression que la ID4 va bien s'en sortir au début 2025. Championne du premier trimestre? Je ne vendrais même pas. Ça va être l'Equinox qui va réussir on va survivre avec le mois de janvier. Ben, en fait, le premier trimestre de 2025, vous parlez avec la suspension des subventions. On va quand même pouvoir faire un top 5 ou un top 10, mais les chiffres ne ressembleront pas aux chiffres qu'on voit là. Hein, j'aime autant vous le dire. Là, on va pogner une moyenne drop. Hein, c'est pas mal sûr. Parce que, juste vous rappeler que pendant le premier trimestre, il y avait une suspension. Ben, en fait, il y a eu l'annulation pour une durée indéterminée de la subvention fédérale et la provinciale était suspendue jusqu'au 1er avril. Donc, virtuellement, les gens qui veulent s'acheter une voiture, il y avait un mois. Il y a eu le premier mois. Ouais, il y a eu le premier mois. Exactement. Puis après ça, un 2 mois, pas de subvention du tout. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont mis ça sur le hold en se disant, on va attendre le retour de la subvention en avril. Donc, c'est pour ça que je dis Equinox de janvier ou ou ID4. Moi, je suis quasiment pile ou face, là. Puis pour finir le top 10, on a la EV6 le top 10 de la progression de 2024. On a la EV6 avec 4944 et la BZ4X avec 4544.
Donc, la BZ4X qui a aussi bien fait ou presque la V6. Ben, puis même, en fait, il y en a plusieurs qui sont autour. Tu sais, justement, la braquette du 4500 à 6000, en fait, sont toutes, il y en a 7 là-dedans. Puis après ça, c'est quasiment 10 000, 14 000. Par contre, messieurs, il y a des nouveaux véhicules qui sont arrivés dans vos statistiques en cours d'année 2024. Certains aussi sont arrivés juste dans le dernier trimestre, mais étant donné qu'on fait les deux, là, quelles sont ces nouveautés-là, donc ces nouveaux véhicules-là qui sont apparus? Donc, on fait abstraction de ceux qui étaient là avant et ceux qui sont apparus et qui ont bien performé. Prédiction, l'Equinox est arrivé en 2024 est sûrement en tête de peloton. Encore une fois, je brûle un poste. C'est ça, moi, je voulais demander, on va essayer de faire un sondage à nos téléspectateurs, aux éditeurs, voir s'ils écoutent bien ce qu'on dit. Mais... L'Equinox, c'est facile, mais après ça, c'est tous des véhicules qu'on n'a pas mentionnés encore aujourd'hui. En deuxième, là, on va placer le Fiat 500 électrique, là, parce que il y en a déjà eu une version, mais elle n'était pas en vente ici. Il y a eu quelques importations. Fait que c'est une nouveauté sur notre marché. Là. Il y en a 1000 en 9 mois. C'est quand même bien. C'est quand même bien. C'est très bien. C'est juste que l'Equinox a tellement des gros chiffres que les autres ont l'air de rien. Mais 1000... Ouais, non, mais au-delà que les autres, c'est vraiment pas la 500E que j'aurais mis là. Moi, vraiment, je suis surpris. Continuez, messieurs. Le Chevrolet Silverado EV. Chevrolet, on va l'opposer un l'autre. Là. Ouais, deux styles, 762. Fait que Chevrolet, ils font une grosse année dans toutes les Par contre, les 1000 Fiat entrent dans les 762 Silverado. Presque à égalité, le Mazda CX-70 732. Après ça, il y a Volvo. Là, il y avait un beau petit modèle, le X30, qui est arrivé, ça fait moins de 6 mois. 596. Honda Prologue 358. Après ça, il y a une Mini toute électrique en 249 en moins de 6 mois. La Countryman. Exact. Après ça, on a notre première nouveauté du trimestre, et 8e pour l'année, le fameux Cybertruck de Tesla. Il y en a combien? 199 sur nos routes. Alors qu'on était censé en avoir déjà 3-4 millions au Québec, mais il y en a 199. Oui, mais ils se font remarquer oui. Beaucoup. Effectivement, on est loin des promesses, là, mais il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Évidemment, le prix qui n'était pas celui qui a été annoncé, tout ça. Puis l'autonomie non plus. Et puis là, on peut rajouter le contexte géopolitique dans lequel on n'entrera pas, si vous voulez bien, mais qui a quand même un impact là-dessus. On a quand même 2 fois plus que des GMC Sierra, 10e avec 72. Oui, puis c'est quand même justement une comparaison intéressante parce que le Sierra est en fait un petit peu moins cher, mais il y a surtout une bien meilleure autonomie. Ouais. Malgré ça, il y a 200 Cybertruck versus... Ouais, on ne pourra jamais enlever la popularité de Tesla. Hein? Parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en. Il y a moins de marketing pour le GMC Sierra. Il y avait le Porsche Macan là, qui est arrivé aussi en version toute électrique, là, 93. Là, on tombe dans des petits chiffres après. Si on veut, peut-être qu'on peut parler. Il y a VinFast qui nous arrive avec un autre modèle, le VF9, il y en a 22. T'as oublié la Charger. Oui, la Dodge Charger Daytona. Oh, j'ai passé... oui, mais on s'entend, on ne verra pas des gros chiffres de ça. Je pense qu'on va rester un marché de niche, ce n'est que par le format du véhicule. Déjà, les berlines ne se vendent pas. On s'entend qu'un muscle car va se vendre encore moins. Mais on risque de l'entendre passer, mais qu'elle passe. Mais au niveau du look, moi, personnellement, je la trouve superbe. Elle a vraiment gardé sa signature classique. On peut souligner le ID Buzz de Volkswagen. Il y en a maintenant 9 sur nos routes. 9. J'en ai croisé une l'autre fois sur le pont Champlain. Ceux-là qu'on appelle des Pokémon. En fait, mais ils vont continuer à augmenter. Ce ne sera pas des Pokémon pendant longtemps. Présentement, son Pokémon, c'est des Pokémon en devenir. C'est un véhicule qui a tellement de potentiel, mais je pense que le prix a un peu refroidi certaines personnes, mais c'est quand même un modèle de véhicule intéressant. Là. Oui, tout à fait. Parlant de prix, je pense que si on parle du Mercedes-Benz classe G en tout électrique, il y en a 3. Lui, il va peut-être rester dans des petits chiffres. Oui, probablement. Et pour terminer le tout, Cadillac Escalade IQ. Il y en a eu? 2. Mais il commence à arriver. Et c'est un véhicule énorme. Tu peux courir d'un bout à l'autre. Donc, j'exagère, ça, c'est Zevo 600 là, dans un camion lourd. Mais comme véhicule, c'est quand même immense. C'est la même technologie que GM qui ont au niveau des batteries. Donc, il y a quand même une autonomie très respectable. Leur secret, une batterie immense.
On a vraiment focusé sur les modèles de véhicules. Maintenant, si on regarde juste au niveau de la marque, donc les marques, les entreprises qui ont plusieurs modèles, quels sont les deux, par exemple, qui ont le mieux performé? Je pense qu'intuitivement, on a une bonne idée. Oui, on peut le deviner. On a parlé de Chevrolet puis de Tesla pas mal dans les premiers modèles, fait que ça se reflète dans les marques. Les Tesla sont encore en première position, mais ça se resserre. 17% finalement des véhicules électriques qui sont immatriculés sont des Tesla. Puis 16,4% chez Chevrolet. Là. Donc, on est là à moins d'1% d'écart entre les deux. Puis on avait quoi? Quelque chose comme 3%? Ça, c'était 19,4 en fin 2023, c'était 19,4 versus 16,4. Chevrolet est resté égal à 16,4, mais Tesla a perdu, si on veut, par rapport au reste du marché qui a pris de la vitesse. Donc, la part du marché de Tesla. D'ailleurs, les 5 premières marques n'ont pas changé. Là, okay, c'est assez stable. Ouais. Mais on a dit avant d'enregistrer qu'on ne ferait pas trop de prédictions parce que c'était difficile pour 2025, mais je vais en essayer une. Chevrolet va passer en première position en 2025. J'aimerais te contredire dans le sens que ça fait un débat plus animé, mais non, je pense effectivement que... C'est ce que ça va donner. Messieurs, faisons un petit survol maintenant des autres segments, donc ce qui n'est pas la voiture individuelle, traditionnelle, véhicule léger que les gens possèdent. Donc, on parle des autres types de véhicules lourds, autobus, motocyclettes, etc. Qu'est-ce que ça donne, Fred? Au niveau des autobus, il y a eu une certaine progression. On est maintenant rendu à 1574 autobus 100% électriques. Le gros joueur dans le portrait était la bonne vieille autobus jaune scolaire pleine grandeur, la Lion C de Lyon. Dans l'année, ça en est quand même rajouté, justement, ils ont atteint 1217, ça en est rajouté 275. Mais juste 24 dans le dernier trimestre. Donc, on voit clairement que Lyon, on sait tous les mésaventures de Lyon. Là. Ouais. Donc, c'est normal que ça ralentisse. Qu'est-ce qui va arriver? Le futur nous le dira. Mais pour l'instant, c'est certain qu'ils n'ont pas une très bonne progression. Il y a quand même un nouveau joueur qui arrive dans l'autobus scolaire qui est la Bluebird Vision. Ça en est rajouté, les chiffres sont petits comparés à Lyon, mais ça en est rajouté 78 dans l'année, 4 dans le dernier trimestre, pour un total de 278, mais au moins, il continue à avancer. Mais avec la politique qui s'en vient, si je ne me trompe pas, elle est faite aux États-Unis, celle-là, hein? Oui. On ne sait pas ce qui va arriver dans le futur, on verra. Au niveau des autobus municipaux, il y a la Novabus LFSE qui sont rendus à 30. Les chiffres sont beaucoup plus bas dans l'autobus municipal que dans les autobus scolaires, mais c'est des utilisations complètement différentes un et l'autre. Une qui roule toute la journée, l'autre qui roule 2 heures par jour. Donc, mais ça en est quand même rajouté 17 dans l'année. Donc, elle a doublé son nombre d'autobus, même un peu plus cette année pour la LFSE. Et il y a plusieurs petits modèles d'autobus avec des chiffres plus bas. Au niveau de la motocyclette, donc entre guillemets scooter, on est rendu, selon les immatriculations, à 999. On ne voulait pas en avoir 1000, on en a enlevé une. Il y a quand même eu, au niveau des enregistrements de la Société d'assurance automobile du Québec, il y a eu une descente dans l'année qu'on n'a jamais eu d'explication. Il y a des phénomènes bizarres. Peut-être c'est un peu mieux que ça. En réalité, le portrait, on ne sait pas trop. Mais c'est les chiffres qu'on a. Il n'y a pas de modèle qui se distingue en particulier. Au niveau des véhicules tout-terrain, c'est un peu similaire. Il y en a il y a plusieurs petits modèles. Il y a une version du John Deere, je ne me rappelle plus exactement du modèle, qui est définitivement le plus populaire, mais qui est là depuis très, très longtemps. Là, ça n'a rien de nouveau comme véhicule électrique. Est-ce que ça inclut ça, les quads électriques, les motoneiges électriques et tout ça? Non, ça, c'est véhicule tout-terrain, oui, probablement. Ouais. Mais pas les motoneiges. Mais pas les motoneiges. Les motoneiges, on parce qu'on a Bombardier qui arrive là, avec ce motoneige, puis ça risque de prendre la place que Feu Taïga avait. Au niveau des camions lourds, il y a quand même... en fait, c'est probablement, dans les catégories alternatives, c'est la seule que c'est quand même probablement... Il y a eu le plus d'augmentation en termes relatifs. On est rendu à 827, puis ça en est ajouté 283. Et le gros joueur là-dedans, sans aucun... les 2 gros joueurs, c'est les Bright Drop. Les Bright Drop Zivo 400 et 600.
qui s'en est ajouté relativement beaucoup sur nos routes. Puis en fait, c'est quasiment la moitié à E2, là, c'est 307 600 sur nos routes. Ouais, ça fait beaucoup de chiffres. Ça fait presque 400 les deux combinés. Une pause. Quand on parle de camions lourds ici, là, c'est des catégories. Là, ça veut pas dire juste des semi-remorques, là, mais ça se distingue des véhicules légers par opposition. Ça part du petit camion de livraison là, fermé, type grosse Econoline. Oui, à partir de là, ça va au-dessus de l'Econoline. Juste au-dessus de ça en montant. C'est ça. Donc, camion cube, là. C'est ça. Les ceux que d'habitude, on veut pas conduire à part si on a une bonne raison. Ouais. Tu vas me dire, c'est pareil avec l'Econoline, là. Ouais. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est ça. Donc, justement, c'est ça. Donc, dans les camions lourds, c'est définitivement le Bright Drop. Ben, les deux Bright Drop Zivo ensemble, que cette année, le 400 est arrivé. Puis quand même eu des ventes intéressantes en un mois. Puis il y en a un souvent qui passe chez nous. Faire des livraisons de colis près de chez nous. Le Lion 5, justement, juste pour donner une idée, dans les nouveaux arrivés, le meilleur, c'est le Zivo 400 avec 93. Et ensuite, on descend au Lion 5 avec 8. Donc, il y a une très grosse différence entre le premier et le deuxième. Sinon, dans les autres nouveaux arrivés au cours de l'année, on a le Freightliner EM2, qui en a eu 8. Le Orange EV E-Triever, qui en a 1. De ce que j'ai pu voir, ça, c'est probablement un véhicule plus pour, justement, genre, le port de Montréal, pour déplacer des containers et tout. C'est pas, j'ai vu la cabine, c'est probablement pas une cabine dans laquelle un conducteur veut passer sa journée. À faire des longues distances ou encore moins traverser le pays. Là, il y a aussi le Mack LR électrique, que ça, c'est des bases, justement, de genre de camions poubelles ou c'est des styles de véhicules à fonctionnalités multiples comme ça. Puis il y a le Lion 6 lui, il est là depuis un peu plus longtemps, qui en a quand même 107, ça n'est ajouté 8 dans l'année et 8 dans le trimestre. Puis une fois de plus, on verra ce qui arrive avec Lyon. Les véhicules outils, ça fait partie des ceux qui ont eu des énormes soubresauts pendant l'année, là, justement avec les enregistrements qui ont descendu de façon inexplicable. Et il y a des tonnes de véhicules, à 3-4 véhicules seulement là-dedans. C'est dur d'établir une tendance quelconque. Les motos, qui ont aussi eu une baisse inexplicable de certains modèles, mais on est quand même rendu à 229 motos électriques sur nos routes. Moins 38 moins 38 dans l'année, plus 5 dans le dernier trimestre, même si le dernier trimestre, c'est un trimestre d'hiver, mais bon. Véhicules de la basse vitesse, qu'on est rendu à 130, et les motoneiges, qui ont descendu de 11 dans l'année, puis qui ont remonté de 11 dans le dernier trimestre. Donc, pour le moment, ça a descendu de 22 au total, puis ça a remonté de 11. Puis, tu parlais de Taiga, il y a quand même eu des Taiga qui sont réapparus. Est-ce qu'ils avaient juste été désenregistrés pour l'été? Je ne sais pas, mais ils ne sont pas tous disparus. Puis c'est normal. Puis il y a beaucoup d'entreprises comme ça, comme Taiga, comme Lyon d'ailleurs, qui sont comme dans une espèce d'état de flottement. La compagnie n'est pas complètement disparue, puis tous les actifs liquidés. En fait, j'ai reçu une pub d'une année de Taiga tout à fait. Au courant de l'automne. Mais Taiga a été racheté par une entreprise américaine. Anglaise ou américaine, je ne sais plus. Anglaise, ça se peut. Mais en tout cas, ils ont été rachetés par une entreprise étrangère, disons-le comme ça. Et on va sûrement revoir des produits, mais des fois, quand c'est racheté comme ça, ils décident de réorienter puis de laisser tomber certains segments, à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Même chose avec... la compagnie marchait mal. Il faut l'arranger, restructurer, il faut prendre notre temps. Messieurs, peut-être un phénomène intéressant dont on n'a pas parlé, c'est que la Fisker Ocean, malgré la faillite de Fisker, les ventes continuent à progresser. En tout cas, les immatriculations, tout le moins, continuent à progresser. Je veux dire qu'il y avait des Fisker quelque part pas immatriculés qui s'immatriculent. Oui, ou qu'on importe, ou je la comprends pas. Au début de l'année, justement, Fisker était incertain, puis il y avait des très bons prix d'offerts. Je peux comprendre certains. OK, on va prendre le... Mais après le deuxième trimestre, c'était clair qu'il faisait faillite, que ça fermait, puis à la fin du troisième trimestre, il avait fait faillite. Et ça, quatrième trimestre, il y en a encore eu qui continuent à augmenter un peu. OK, on s'entend, on est loin de l'Equinox, mais on est quand même, en théorie, rendu à 51 sur nos routes. Ben c'est ça va être la licorne long terme ou le Pokémon long terme qu'on parlait tantôt. Parce que c'est certain qu'il n'y en aurait plus d'autres. Jean-François, parlons un peu de géographie maintenant. On a l'habitude de parler un peu de géographie. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Ben là, la géographie, vous savez que c'est comme prédire la première place de l'Équinoxe. C'est facile de prédire la première position. C'est la Montérégie là, depuis un petit moment qui s'est installée en tête. Fait que la Montérégie reste première. Il y en a
On a dit 5% tantôt pour le Québec en entier, puis là, on est à 6,8% là, dans la flotte montérégienne. Ça a monté là, de plus qu'un point de pourcentage en 6 mois. C'est quand même une belle performance de la Montérégie, mais c'est derrière que Fred Lanaudière vient de ravir la 2e position. Hein, ah oui? Laval. Ouais. Non, mais puis en fait, même elle se dirige... Elle progresse plus vite que la Montérégie aussi. Lanaudière qui a toujours bien fait. Oui, il avait toujours bien fait. Oui, il y avait l'effet bourgeois qui se faisait... Ben là, il y a l'effet bourgeois, peut-être. C'est ça. On jase, là. Étrangement, l'Equinox vient d'arriver sur nos marchés de façon miraculeuse. Exactement. On tire un peu l'élastique des conclusions, mais quand même. De l'autre côté, quelqu'un qui veut faire une analyse poussée sur le sujet, ils peuvent utiliser nos graphiques interactifs dans notre article sur le site de l'AVEC. Tout à fait. Hein? Et vraiment voir quel modèle est populaire dans quelle région, voir la tendance de chacun et tout. Là. Donc, c'est la version moderne des tableaux croisés dynamiques. Frédéric, je taquine Laval, mais Laval fait bien. Là. Ils sont rendus à 6,47 là, contre 6,50 là, de pourcentage de véhicules électriques. Là. Donc, c'est très bon. C'est très, très bon. Puis après ça, là, qui qu'on a? L'Estrie. À 5,93, donc très près de... Laurentide, puis ensuite Estrie et Montréal. Oui, c'est ça. Ouais. Laurentide à 5,80. Finalement, il y en a quand même. C'est très proche, là. Donc, on parle, messieurs, de 6 régions qui ont une moyenne. Oui, qui sont au-dessus de la moyenne provinciale qui est de 5,09. Donc, c'est mais honnêtement, en général, ça progresse quand même de façon assez uniforme. Oui, tout le monde progresse, mais je dirais que l'écart entre le premier et le dernier se creuse. Ouais. Entre les premiers, je devrais dire, puis les derniers. Puis des fois, on dirait qu'il y a des étranges partenaires, tu sais, comme ça fait quand même longtemps que, justement, Lanaudière, on dirait qu'il y a comme des pelotons, des groupes, des fois, ils s'échangent. Des fois, tu as des courses à 2 pendant plusieurs années, mais whoop, il continue sa tendance, il dépasse. Et des fois, il y a des mouvements soudains, comme il est arrivé un soudain ralentissement de la progression au début de l'année de la capitale nationale. Pourquoi, je sais pas. Mais d'habitude, au niveau des régions, vu qu'on parle d'un gros nombre de véhicules, de centaines de milliers d'acheteurs, c'est tout le temps des mouvements qui sont là. C'est pas très rapide. On tient à dire aussi que ces chiffres-là là, sont probablement pas tout à fait vrais, là, mais ils donnent un bon estimé parce que là, on interpole nos données sur des chiffres de flotte publique entière qui sont un peu décalés dans le temps. Là. Le gouvernement fournit pas tout le temps les chiffres à date, fait que ça date déjà de 2023. 2022, 2023? Non, ça, 2023, c'est ça. Okay. C'est ça, les dernières données qu'on avait, c'est ceux de 2023. On n'a toujours pas ceux de... Ça semble off. Faudrait que je recheck. Mais justement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu nos données globales de la flotte au complet. Okay. Puis on serait dû pour en avoir des nouvelles. On estime des pourcentages, mais dans le fond, il y a eu aussi une progression du nombre de véhicules dans chaque région qu'on a estimé à partir de la population. Et si, messieurs, on se concentre plutôt sur les villes plutôt que les régions, nos villes championnes, est-ce que là, cette fois-là, il y a encore des changements ou on est plutôt dans la stabilité en termes de positionnement? C'est à peu près les mêmes de mémoire. Justement, il y a, dans le dernier trimestre, il y a Rosemère et Saint-Bruno qui ont inversé. Mais donc, finalement, on parle de Bromont avec... Tantôt, on parlait de 5% pour le Québec, 6% pour la Montérégie. À Bromont, là, on voit ça gros. Là. On est à 12,39% à Bromont. Donc, c'est quand même majeur. C'est plus qu'un véhicule sur... Presque 1 sur 8. C'est ça. C'est plus qu'un sur 10, mais oui, c'est ça, exactement. Donc, il y en a vraiment beaucoup à Bromont. Senneville, à Montréal aussi, c'est à peu près pareil, le 12,23 versus 12,39. Lorraine à 12,03 dans les Laurentides. Rosemère dans les Laurentides aussi à 11,67. Et Saint-Bruno de Montarville à 11,63. Donc, c'est nos... Puis ça ressemble pas mal... Pas nécessairement en termes de pourcentage, mais en termes de positionnement, on est assez semblable. Ce qui est intéressant de voir, dans le fond, c'est que chaque région
puis vous le faites bien ressortir, a sa ville championne. Donc, parce que c'est difficile de comparer une ville de la Gaspésie avec une ville de la région de Montréal en termes de pourcentage de pénétration de véhicules électriques. On sait qu'ils s'en vont en plus dans les grands centres urbains comme Montréal, Québec, et la Naudière, etc. Mais quand même, je les descends rapidement parce que c'est intéressant, tout dépendant de nos auditeurs dans quelle région ils sont. Ils sont, s'ils veulent savoir c'est quoi leur ville championne. En Abitibi-Témiscamingue, c'est Saint-Germain-Boulay avec 5,5 %. Au Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Notre-Dame-du-Portage, 6,9 %. Capitale-Nationale, c'est Bois-Châtel à 9,6 %. Centre du Québec, c'est Lefebvre à 6,9 %. Chaudière-Appalaches, Irlande. Je savais même pas qu'il y avait une ville qui s'appelait Irlande à 7,1 %. Côte-Nord, c'est Sept-Îles avec 2,7 %. On n'est pas surpris. Estrie, c'est Bromont, on l'a dit précédemment, à 12,4 %. Gaspésie, île de la Madeleine, dis-je, c'est Maria à 3,2 %. On voit bien que les véhicules sont moins populaires électriques aux îles de la Madeleine que dans la région de Bromont ou en Estrie. La Naudière, la visitation de l'île du Pas à 9,1 %. Laurentide, attachez votre truc avec de la broche. Lac Tremblant-Nord à 20,2 %. Mais là, vous allez me dire, voyons, Fred, comment ça qui n'était pas dans ton top tantôt? Que tu le top tantôt, c'était les villes avec 1000 personnes de population ou plus. Ouais. Là, on a voulu... On enlève les limites. Là, c'est un village de 5 personnes, puis il y a une personne qui a une auto, fait qu'il y a 20 %. C'est un peu pour ça que cela, c'est plus pour le fun, le plaisir et tout. C'est plus L'autre ludique. est un petit peu plus rigoureux. On le comprend. Mauricie, c'est Champlain à 5,4 %. Montérégie, on l'a dit, Saint-Bruno de Montarville à 11,6 %. Montréal, Senneville, 12,2 %. Nord du Québec, je pense que je le prononcerai pas. Kanji-Kwikjuak. C'est ça, hein? T'as fait mieux, j'aurais fait, je suis certain. 2,1 %. Outaouais, Chelsea à 8,9 % et Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est Lac-Ministoc à 4,5 %. Pour être allé à Lac-Ministoc il n'y a pas très longtemps, on est aussi dans un endroit où on peut presque compter les habitants. Ouais, mais je tiens à dire, Laval n'a pas été listé, mais c'est une MRC, une ville et une région. Fait que ça ne serait pas dur d'être champion de sa propre ville. Tout à fait. Donc, c'est, à moins que je me trompe, ce qui conclut l'analyse statistique qu'on avait pour à la fois le dernier trimestre de 2024 et l'année 2024 au complet. Messieurs, on l'a dit d'entrée de jeu, on ne se lancera pas dans des très grandes prédictions. Je pense que c'est quand même assez... je pense qu'on se trompe pas trop si on se dit que le début de l'année 2025 laisse présager des perturbations qui vont brouiller un peu votre boule de cristal qui était relativement limpide à venir jusqu'à date, même si vous avez toujours été très prudent d'avancer des chiffres sans y être rendu. Je pense qu'il y avait un petit peu moins de variables. Là. Il y a un paquet de variables qui viennent de s'ajuster. On peut nommer, évidemment, le contexte géopolitique en général, les surtaxes sur les importations de véhicules, les déréglementations qui font bouger des usines d'une place à l'autre, des entreprises de véhicules qui sont associées à des personnages plus ou moins populaires par les temps qui courent, ce qui a des impacts sur leur vente. Il y a énormément d'éléments qui font en sorte... Les pressions sur les taxes carbone. Les pressions sur les taxes carbone, les rabais du gouvernement qui bougent. Les incertitudes sur les rabais, les mouvements sur les rabais. Ouais. Je peux même ajouter... L'économie en général, l'annonce de l'ajout d'une taxe spéciale sur les immatriculations de véhicules électriques pour les prochaines années. C'est un petit montant, me direz-vous, mais ça s'ajoute dans la psyché des gens, dans leur réflexion de s'acheter un véhicule électrique et ça vient leur donner l'impression, faussement probablement, parce que probablement que dans le premier ou le deuxième mois qu'ils vont avoir leur véhicule électrique, ils vont déjà avoir économisé en essence le coût de cette surtaxe-là. Mais ça reste que c'est beaucoup d'éléments et c'est souvent présenté dans les médias avec des titres du genre un autre tuile s'abat sur les propriétaires de véhicules électriques. Le gouvernement ne veut plus supporter les véhicules électriques, alors que c'est pas tout à fait comme ça que c'est amené, là. Mais ça reste que tout ça va venir jouer. C'est certain que c'est tout plein de choses qu'on avait le vent dans le dos. Au niveau de l'électrification des transports. Moins de vent de dos. Là, il y a plutôt de face, moi, je te dirais. De face, c'est un peu en diagonale, mais si on regarde le fondement, on s'entend, le véhicule électrique est plus efficace au niveau énergétique et meilleur pour l'environnement. Il est plus pratique dans la vie de tous les jours, principalement, tu peux recharger chez toi, tu pars plein à chaque matin. Tu peux le préchauffer sans risquer de t'intoxiquer. Il y a un paquet d'avantages qui est, si on veut, la base du véhicule électrique, que
si on essaie de regarder objectivement, pour la majorité des gens, c'est un meilleur choix. Ah, tout à fait. Il reste juste l'aspect financier de s'assurer que ça recule pas trop et surtout la perception qui recule pas trop. Oui, tout à fait. Ça, Puis c'est intéressant. Vous le savez, je donne souvent des conférences. J'en faisais encore une en fin de semaine. Puis c'est bien certain que le business case financier il est moins intéressant dans le modèle actuel. Là, je la faisais avec une subvention à 4 000. Là. Il est moins intéressant que quand on avait 12 000. Mais je suis capable de leur montrer, de leur comparer les deux. Voyez ce que ça a fait. Là. Ça va prendre 2 ans de plus. Mais on va encore le rentabiliser. À moins que vous changez votre auto vite, ça va encore vous coûter moins cher pareil. Et ça, les gens ne le voient pas de façon générale. Là. Beaucoup ont l'impression que ça va être c'est une différence qui fait en sorte que ce n'est plus du tout rentable. Ben, c'est sûr que si vous faites 8000 km par année, de toute façon, c'est pas rentable d'avoir une voiture électrique. Puis si vous êtes dans ces eaux-là, d'avoir une voiture tout court est probablement pas le meilleur move, je pense, là, d'autopartage ou du transport en commun serait peut-être mieux. Mais ça reste que malgré ces changements-là, qui évidemment sont pas à l'instant zéro où on fait notre calcul avantageux mathématiquement, ça reste que ça demeure encore économiquement plus rentable de rouler en électrique que de rouler en véhicule à essence. S'il y en a qui sont pas persuadés de ça, allez sur le site silenceonroule.com ou sur le site de l'AVEC. Dans un cas comme dans l'autre, on donne des conférences, il y a des événements où on peut vous démontrer ces choses-là. Donc, on fera pas ça dans une émission de type podcast radio, mais on est capable de vous faire des démonstrations sans problème. Et il y a également, Fred, sur le site web de l'Association des véhicules électriques du Québec, un simulateur qui permet de comparer des véhicules entre eux, ce qui vous permet d'entrer un véhicule à essence, par exemple, et un véhicule électrique, et de regarder, de comparer les deux en fonction d'un paquet de paramètres que vous pouvez mettre, un nombre de kilomètres que vous faites, le prix de l'essence, etc. Puis vous allez voir la rentabilité pour vous de passer de votre modèle de véhicule à essence actuel à un véhicule électrique qui vous tente, toute chose étant par ailleurs égale, là, si vous aviez une vieille bagnole qui coûte pas cher puis qui consomme pas, puis que vous prenez le véhicule électrique le plus cher du marché puis vous le comparez, bien sûr que mais essayez de prendre 2 véhicules équivalents. Pour comparer des pommes avec des pommes. Exactement, que la pomme soit à essence ou à électricité. Messieurs, un mot de la fin? Ben, comme on a dit, on fera pas de prédiction, mais on a eu une sacrée belle année en 2024. Oui. Puis, il faut quand même être fier de tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Puis, on verra pour le trimestre qui vient de se terminer, là, le 1er 2025. Ça va être intéressant à analyser, à défaut d'être spectaculaire. Oui, exactement. Ça risque d'être un spectacle, mais il y a différents types de spectacles. Puis encore là, ça va être atypique parce que quand on va analyser les 3 premiers mois de l'année, on va voir un bout qui avait des subventions, un bout qui en avait plus. Des usagers sur le marché. Des usagers sur le marché. On va peut-être découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pour ce trimestre, le trimestre qui s'en vient, du moins, finalement, qui est passé, mais qu'on va recevoir les chiffres bientôt, j'ai l'impression qu'on va voir un phénomène un peu similaire avec le trimestre qui suit, avec ce qu'on avait vu avec l'arrivée du rabais fédéral. Au début de cela, c'était en 2019, je me rappelle bien que le rabais fédéral est arrivé, que justement, il avait été annoncé, puis il arrive dans tant de temps, puis il ne sera pas rétroactif. Les ventes avaient... s'était écrasé. J'ai l'impression qu'on va voir quelque chose. Ça va recommencer c'est parce que là, on a 2 phénomènes pas qui se juxtaposent, mais qui se suivent. C'est-à-dire que on a eu une annonce de baisse de la subvention de 7 000 à 4 000 qui a fait accélérer ou devancer des achats. Et une fois que ça a été fait, il y a eu un retrait momentané de la subvention qui, elle, a eu pour effet de repousser des achats. On appuie sur les freins. Exactement. Donc, on a travaillé par les 2 extrémités pour être bien sûr qu'ils ne se vendent pas d'auto pendant 2 mois. Fait que c'est sûr que ça va être probablement des mois hyper anémiques. Mais en même temps, quand on voit, comme là, actuellement, on a un 50% de progression ou à peu près dans l'année, ça augmente tellement d'une année à l'autre qu'on ne peut pas regarder les chiffres de vente en valeur absolue. Si on va être capable de se faire une idée, on est obligé d'être relatif parce que même très, 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 très pas bon pour les 3 premiers mois de 2025, c'est probablement équivalent au mieux que les 3 premiers mois de, je sais pas, moi, son recul de 4 ans, 5 ans ou 6 ans. Même que l'année 2014. Ou même que l'année au complet 2014, effectivement. Donc, on verra, comme on dit, on traversera la rivière quand on sera rendu ou quelque chose du genre. Il y aura eu une élection, il y aura eu 12 allers-retours de tarifs, puis... Exactement. On verra bien. Mais les choses peuvent changer. Messieurs, en terminant, simplement rappeler que vous avez accès à toutes ces statistiques et tout le rapport et l'analyse des chiffres de façon
écrite et très détaillée sur le site web de l'Association des véhicules électriques du Québec. Donc, vous tapez aveq.ca. Vous allez... la façon la plus simple, je pense, d'y accéder, c'est de cliquer sur le menu actualité, et en haut à droite, vous allez avoir un petit dessin là, qui illustre les statistiques. Vous cliquez dessus et ça va vous amener la dernière version des statistiques. Tout est là. Je vous rappelle au passage, on l'a dit précédemment, mais les tableaux qui sont présentés, les graphiques sont interactifs. Vous pouvez donc cliquer dans les tableaux, sélectionner, si c'est un tableau avec des modèles de véhicules, sélectionnez seulement les modèles que vous voulez, les marques que vous voulez, la même chose avec les villes. Vous pouvez donc formater le tableau pour lui faire présenter les informations que vous voulez, ne pas présenter celles que vous ne voulez pas. Souvent, les gens nous posent des questions. Ah, j'aimerais ça avoir ce tableau-là, mais juste pour ma région. Ben, vous pouvez directement le faire, allez-y. Vous allez voir, jouer un peu avec, vous ne pouvez rien briser. Vous allez voir que c'est hyper intéressant comme information. Jean-François Morissette, oui. Merci d'avoir été là encore une fois. Vous faites quand même quelques kilomètres pour venir enregistrer ça tous les trimestres avec beaucoup de générosité. Donc, merci beaucoup. Mon cher ami Fred, merci beaucoup d'avoir toi aussi fait ce travail-là et d'avoir aussi, je pense que c'est toi qui es derrière la programmation des graphiques interactifs dont on parlait tantôt. Donc, merci beaucoup pour ce travail-là. Dans l'intervalle, vous avez des questions. Si vous voulez nous poser des questions sur les statistiques, vous pouvez écrire martin@silenceonroule.com. Vous avez accès à toutes les informations sur les voitures électriques et les statistiques sur le site de l'AVEQ, aveq.ca. Messieurs, on se revoit dans 3 mois. Oui. Promis? Promis. On va essayer. On va essayer de se rendre là. Oui, c'est ça. Ben, messieurs, merci beaucoup encore une fois, puis on se reparle. Merci. Ciao. Épisode hors série.